vous souvenez du célèbre Monsieur Monopoly? Comment est-il? Un chapeau haut de forme, une moustache et un monocle, n'est-ce pas? Eh bien non, il n'a jamais porté de monocle. C'est ça, le fameux effet Mandela, quand de vastes groupes de personnes se souviennent de choses qui n'ont jamais existé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce phénomène. Est-ce un simple dysfonctionnement de notre mémoire collective ou quelque chose de plus étrange, suggérant une faille dans la réalité elle-même? Ce phénomène doit son nom à Nelson Mandela. Des milliers de personnes à travers le monde étaient absolument convaincues qu'il était mort en prison dans les années 1980. Elles se souvenaient même de reportages télévisés à ce sujet. Pourtant, en réalité, Mandela a été libéré et n'est décédé qu'en 2013. C'est Fiona Broome, une chercheuse en phénomènes paranormaux, qui, ayant remarqué cette fausse mémoire collective massive, a inventé le terme « effet Mandela ». Alors, plongeons-nous dans les exemples les plus connus, ceux qui vont vous faire douter de votre propre perception du réel, et commençons par un véritable pilier de la pop culture, avec une phrase que vous croyez connaître par cœur. Imaginez le moment culminant de Star Wars. L'Empire contre-attaque, un duel épique au sabre laser. Luke Skywalker est sous le choc, il vient de perdre une main. Et là, Dark Vador s'apprête à lui révéler une terrible vérité. Quelle est la phrase qu'il prononce? Je parie que dans votre tête, vous entendez déjà « Luke, je suis ton père ». Cette citation est devenue une légende. Elle est parodiée, imprimée sur des t-shirts. Elle est devenue un pilier des mèmes Internet. Elle est tellement ancrée dans notre culture qu'elle semble être une vérité absolue. Accrochez-vous. Dark Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père ». Vous pouvez revoir cette scène dès maintenant. Dans l'original, après les accusations de Luke, Vador répond « Non, je suis ton père ». Il n'y a tout simplement pas de Luke au début de la phrase. Cet exemple est une introduction parfaite au monde de l'effet Mandela. Comment se fait-il que presque toute l'humanité se souvienne d'un détail inexistant dans l'une des scènes les plus célèbres du cinéma? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début. Maintenant, passons du cinéma à quelque chose que vous voyez presque tous les jours, les logos célèbres. Parlons de la marque automobile Ford. Essayez d'imaginer, là, tout de suite, leur fameux logo ovale bleu avec l'écriture manuscrite. Prenez une seconde. Que voyez-vous? Beaucoup de gens se souviennent distinctement d'un petit détail, cette fioriture fantaisiste en haut de la lettre F, un trait élégant, un peu désuet, comme une petite boucle. Il semble tellement faire partie intégrante du logo que son absence provoquerait l'étonnement. Mais la vérité, c'est que cette boucle n'y est pas. Et le plus surprenant, c'est qu'elle n'y a jamais été. Du moins pas dans la version la plus reconnaissable et la plus répandue du logo, celle utilisée depuis des décennies. Vous pouvez ouvrir un moteur de recherche et vérifier par vous-même dès maintenant. C'est un autre exemple classique de l'effet Mandela. Notre cerveau, pour une raison ou une autre, ajoute ce détail, le jugeant logique et parfaitement adapté au style. Mais la réalité, encore une fois, est tout autre. Pourquoi cela arrive-t-il? Peut-être que notre cerveau recherche simplement l'harmonie et l'achèvement, en ajoutant la touche qui, selon lui, devrait être là. Même notre enfance, si solidement ancrée dans nos souvenirs, n'échappe pas à l'étrange phénomène de l'effet Mandela. Pensez aux dessins animés cultes et hilarants mettant en scène Bugs Bunny, Daffy Duck et toute une bande de personnages truculents. Quel était le nom de cette série? Presque tout le monde, sans la moindre hésitation, répondra « Looney Tunes ». Et cela semble tout à fait logique. Après tout, Toons est l'abréviation de cartoon, signifiant tout simplement dessin animé. Tout colle parfaitement, mais hélas, notre logique nous joue encore des tours. En réalité, le titre exact est Looney Tunes, avec un U. Tune se traduit par mélodie ou air. Ce titre était en fait une parodie de la célèbre série de dessins animés de Disney, Silly Symphonies, autrement dit les symphonies insensées. À cette époque, la musique jouait un rôle primordial dans l'animation. Mais à cause de l'assonance et de la logique apparente, la graphie Toons s'est ancrée dans la mémoire collective de millions de personnes à travers le monde comme étant la seule et unique bonne orthographe.
C'est un exemple frappant de la manière dont notre cerveau a tendance à privilégier l'explication la plus simple et la plus intuitive, même si elle contredit la réalité des faits. Oublions un instant les divertissements pour nous tourner vers ce que presque tout le monde adore, les douceurs. Imaginez la célèbre barre chocolatée Kit Kat, son emballage rouge vif, ses gaufrettes croustillantes enrobées de chocolat. Mais concentrez-vous maintenant sur son nom. Comment est-il écrit? Je suis presque certain que dans votre mémoire, une image claire apparaît. Le mot « Kit » suivi d'un tiret, puis le mot « Kat ». Kit Kat. Cela semble si naturel et correct que cela ne laisse place à aucun doute. Nous sommes habitués à voir ce tiret qui sépare deux mots courts, rendant le nom plus lisible et symétrique. Mais voici le coup de théâtre. Si vous allez aujourd'hui au supermarché et que vous prenez cette barre, vous n'y trouverez aucun tiret. Et le plus frappant, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Le nom a toujours été écrit en un seul mot, Kit Kat. Voilà encore un exemple puissant de la manière dont notre cerveau complète la réalité. Peut-être que les règles de grammaire ou simplement l'habitude de voir une séparation dans des mots similaires ont poussé des millions de personnes à se souvenir d'un détail qui n'a jamais existé en réalité. Notre mémoire a de nouveau choisi une option plus commode et plus logique à ses yeux, ignorant la réalité. Et vos connaissances en géographie, ça donne quoi? Faisons une petite expérience de pensée. Imaginez une carte du monde. Voici l'immense péninsule indienne où se trouve l'Inde. Et où situeriez-vous l'État insulaire du Sri Lanka? La plupart des gens, sans hésiter, le placeraient juste sous l'extrémité sud de l'Inde, comme une grosse goutte tombant de la pointe de la péninsule. Cette image est si ancrée dans les esprits qu'elle semble être un axiome, appris dès l'école lors des cours de géographie. Pourtant, si vous ouvrez n'importe quelle carte moderne aujourd'hui, vous aurez une surprise. Le Sri Lanka n'est pas situé directement au sud, mais nettement plus à l'est, à environ 100 km au sud-est de l'Inde. Il ne peint pas directement en dessous. Ce décalage géographique dans la mémoire collective est l'un des exemples les plus étranges de l'effet Mandela. Cela nous pousse à nous interroger. Avons-nous tous mal mémorisé la carte à l'école ou la carte a-t-elle vraiment changé? Bien sûr, les géologues diront que c'est impossible, mais la sensation que c'était différent avant reste incroyablement forte chez beaucoup. Plongeons à nouveau dans le monde enchanté des contes et de la magie, celui que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Repensons aux grands classiques de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. La méchante reine s'approche de son miroir magique pour lui poser la question la plus cruciale qui soit. Que lui demande-t-elle? Des millions de personnes à travers le monde citeront sans hésiter « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ». Cette phrase est devenue culte. On la retrouve dans des parodies, des publicités et même dans le langage courant. Elle incarne le symbole de la vanité et de la jalousie. Pourtant, comme vous l'aurez peut-être deviné, cette phrase n'apparaît pas telle quelle dans le dessin animé original de Disney. En réalité, la reine s'adresse au miroir en disant « miroir magique au mur ». Oui, elle utilise bien le mot « magique » et ne répète pas le mot « miroir ». La version avec la répétition, plus poétique et mémorable, a sans doute mieux résisté à l'épreuve du temps, s'ancrant si profondément dans notre culture qu'elle a supplanté l'original dans la mémoire collective. C'est une preuve supplémentaire que notre mémoire n'est pas un enregistreur fidèle, mais plutôt un éditeur créatif, préférant les versions des événements les plus percutantes et harmonieuses. Plongeons à nouveau dans l'univers du cinéma, cette fois-ci dans le genre du thriller psychologique. Le film Le Silence des agneaux nous a offert l'un des méchants les plus charismatiques et terrifiants de l'histoire, le docteur Hannibal Lecter. Sa première rencontre avec l'agente du FBI Clarice Starling est un véritable cours magistral de tension. Comment se déroule-t-elle? Beaucoup se souviennent distinctement de Lecter derrière la vitre de sa cellule, prononçant cette phrase glaçante « Hello Clarice ». Cette interpellation sonne si personnelle, si sinistre, qu'elle s'est gravée dans nos mémoires. Elle est devenue la carte de visite du personnage. Pourtant, si vous revoyez cette scène, vous réaliserez qu'Hannibal Lecter n'a jamais dit « Hello, Clarice ». Il ne la salue même pas de cette manière. Leur premier dialogue commence par un simple « Bonjour ».
et c'est tout. La phrase « Hello, Clarisse » s'intègre si parfaitement à l'image du personnage et à l'ambiance du film que notre cerveau l'a probablement créé lui-même, à partir de divers extraits de dialogues et de l'impression générale. La culture populaire et les parodies ont fait le reste, ancrant dans notre mémoire quelque chose qui n'a jamais existé à l'écran. Maintenant, parlons de quelque chose qui réside en chacun de nous, notre propre corps. Une question d'anatomie toute simple. Où se trouve le cœur ? La plupart des gens poseront la main avec assurance sur le côté gauche de leur poitrine. Depuis l'enfance, on nous enseigne « le cœur est à gauche ». Nous voyons dans les films des personnages porter la main à la partie gauche de leur poitrine lors d'une crise cardiaque. Nous posons la main sur le côté gauche lorsque nous écoutons l'hymne national. Cette vérité semble absolument inébranlable. Pourtant, d'un point de vue anatomique, ce n'est pas tout à fait exact. Notre cœur n'est pas situé à gauche, mais pratiquement au centre de la cage thoracique, derrière le sternum. Il n'est que légèrement, environ aux 2/3, décalé vers la gauche, et sa pointe est dirigée vers le bas et la gauche, ce qui explique pourquoi les battements cardiaques y sont le mieux audibles. Mais l'idée que le cœur se trouve entièrement à gauche est une simplification grossière qui s'est transformée en une erreur largement répandue. C'est un exemple de la façon dont l'effet Mandela peut affecter non seulement la culture pop, mais aussi des connaissances scientifiques, en apparence fondamentales, sur nous-mêmes. Alors, nous avons examiné de nombreux exemples frappants. Mais pourquoi tout cela se produit-il ? Passons des mystères aux pistes de réponse, en commençant par l'explication la plus scientifique et la plus pragmatique. Les psychologues appellent ce phénomène la confabulation. Le terme peut sembler complexe, mais le principe est simple. Notre cerveau n'est pas un magnétoscope parfait qui enregistre les événements avec une précision absolue. Notre mémoire s'apparente plutôt à un éditeur qui travaille constamment avec l'information. Lorsque nos souvenirs présentent des lacunes ou des incohérences, le cerveau ne les laisse pas vides. Il va activement combler les détails manquants, mélanger différents souvenirs ou même inventer des éléments logiques, à ses yeux, pour construire une image cohérente et sans contradiction de notre passé. Nous faisons cela inconsciemment. Le cerveau se contente de remplir ses blancs avec les informations les plus probables. C'est pourquoi la phrase « Luc, je suis ton père » nous semble plus juste. Elle est plus dramatique et directe. La confabulation n'est pas un mensonge, mais un processus naturel de notre mémoire qui est à la base de nombreux cas de l'effet Mandela. Une deuxième raison scientifique cruciale réside dans l'effet de désinformation. Imaginez que vous ayez été le témoin d'un événement que votre mémoire a initialement enregistré. Pourtant, par la suite, vous entendez ou lisez à maintes reprises une version légèrement distordue de ce même événement provenant d'autres personnes ou des médias. Progressivement, cette information externe et erronée peut s'insinuer dans votre propre souvenir et en altérer la substance. Vous commencerez alors à croire sincèrement que vous vous souvenez de cette version modifiée, la prenant pour la vérité. À l'ère d'Internet, ce phénomène s'est démultiplié à une échelle sans précédent. Mèmes, citations, articles, vidéos. L'ensemble de ces contenus génère un flux informationnel d'une puissance inouïe. Si des millions d'internautes martèlent une citation incorrecte issue de Star Wars, votre cerveau, tôt ou tard, finira par céder et adopter cette version populaire comme l'original. Internet agit comme un gigantesque amplificateur des erreurs collectives, transformant la simple méprise d'un individu en un faux souvenir partagé par des millions. Ce n'est plus un simple dysfonctionnement cérébral isolé, mais une véritable réaction en chaîne à l'échelle planétaire. Un autre phénomène psychologique fascinant qui mérite d'être exploré est la cryptomnésie. Ce terme peut être littéralement traduit par mémoire cachée. En substance, il s'agit du fait que vous pouvez vous souvenir d'une information tout en ayant complètement oublié sa source. Votre cerveau intègre alors cette information non pas comme quelque chose que vous avez entendu ou lu, mais comme une idée qui vous est propre, voire comme un souvenir authentique. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez vu non pas le film original Star Wars, mais l'une des nombreuses parodies où un personnage prononce précisément la célèbre phrase « Luc, je suis ton père ».
les années passent et la source de cette information, la parodie, s'efface peu à peu de votre mémoire. Pourtant, la phrase marquante, elle, demeure. Votre cerveau, ne retrouvant pas son origine, l'attribue alors par erreur au film original que vous avez pourtant également vu. Vous êtes dès lors absolument convaincu de l'avoir entendu là et nulle part ailleurs. La cryptomnésie explique ainsi comment des fragments provenant de diverses sources, des livres, des parodies, des conversations, peuvent se mêler dans notre esprit pour former un souvenir unique mais entièrement erroné d'un événement précis. De plus, il ne faut pas sous-estimer la propension de notre cerveau à la simplicité et à la recherche de schémas. Le cerveau est un organe assez paresseux, il cherche toujours à économiser de l'énergie, privilégiant le chemin le plus court et le plus facile pour traiter l'information. Lorsqu'il est confronté à la nouveauté, il tente de l'intégrer aux modèles et stéréotypes qu'il possède déjà. Prenons l'exemple des Looney Tunes. Le mot « tunes », mélodie, dans le titre de ce dessin animé, nous semble moins logique que « toons », diminutif de cartoon, car nous associons automatiquement le nom à son contenu. Notre cerveau, en voyant le mot « dessin animé », sélectionne le modèle le plus approprié, Toons, rejetant ainsi l'option moins évidente, bien que correcte. De la même façon, notre cerveau rajoute un tiret à Kit Kat, qui n'en a pas à l'origine, parce que cela correspond mieux à nos schémas grammaticaux habituels. Cette simplification cognitive est un mécanisme puissant. Elle nous aide à nous orienter rapidement dans le monde, mais elle nous joue parfois des tours, créant ainsi des faux souvenirs tenaces. Maintenant, laissons de côté la science pure et penchons-nous sur des théories qui donnent vraiment des frissons. Et si l'effet Mandela n'était pas un simple bug de notre mémoire, mais une véritable faille dans la réalité elle-même? L'une des théories alternatives les plus populaires est celle des univers parallèles, ou du multivers. Selon cette hypothèse, il existe une infinité de réalités parallèles, très similaires à la nôtre, mais qui diffèrent par de petits détails. Dans un univers, le monsieur Monopoly porte un monocle, dans un autre, il n'en a pas. Dans l'un, Dark Vador prononce « Luc, je suis ton père », tandis que dans un autre, ce serait « Non, je suis ton père ». Les partisans de cette théorie estiment que l'effet Mandela est en fait le souvenir résiduel de personnes qui auraient, d'une manière ou d'une autre, glissé ou basculé d'une ligne temporelle à une autre. Ils se souviennent de la réalité dans laquelle ils vivaient auparavant, mais se retrouvent maintenant dans la nôtre, légèrement modifiée. Ça a beau ressembler à de la science-fiction, cette idée captive l'imagination et offre une explication particulièrement élégante à la façon dont nos souvenirs peuvent paraître si réels. Quittons un instant la théorie du multivers pour nous intéresser à un coupable potentiel et bien concret de toutes ces étrangetés. Certains adeptes des théories du complot pointent du doigt le CERN et son grand collisionneur de hadrons, LHC. Cet accélérateur de particules gigantesques a été conçu pour étudier les lois fondamentales de l'univers. Les scientifiques y font entrer en collision des particules à des vitesses proches de celles de la lumière afin de recréer les conditions qui prévalaient juste après le Big Bang. Or, selon cette théorie, les expériences menées au CERN seraient si puissantes qu'elles pourraient affecter la structure même de l'espace-temps. Les partisans de cette idée estiment que les scientifiques, sans le vouloir, auraient pu endommager notre ligne temporelle, créer des trous noirs microscopiques ou même fusionner plusieurs réalités parallèles en une seule. À la suite de ce bug cosmique, de petits détails de notre histoire commune auraient été modifiés, mais le souvenir de l'ancienne réalité persisterait chez certaines personnes. Bien sûr, les physiciens eux-mêmes considèrent de telles allégations comme un non-sens absolu. Cependant, pour beaucoup, le collisionneur est devenu le symbole de jeux dangereux avec la matière, des jeux qui pourraient entraîner des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de notre réalité. Et si, en réalité, tout était à la fois plus simple et plus compliqué? Et si notre réalité n'était en fait qu'une simulation informatique d'une complexité inouïe? Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie de la simulation, suggère que nous vivons tous au sein d'une sorte de matrice, conçue par une super-intelligence ou une civilisation future. Dans ce cas, l'effet Mandela
trouverait une explication très simple et logique. Il s'agirait simplement de bugs, de glitches ou de mises à jour du code logiciel de notre simulation. Imaginez que les développeurs décident d'apporter une légère modification, supprimer le trait d'union du nom KitKat ou corriger une phrase dans un vieux film. Ils appliquent un patch et la réalité se trouve altérée. Mais, comme dans tout programme complexe, il arrive que des artefacts ou des fichiers résiduels subsistent dans la mémoire du système, c'est-à-dire dans la mémoire de certaines personnes. Nous serions alors les utilisateurs qui ont remarqué qu'après une nouvelle mise à jour, l'icône sur le bureau avait légèrement changé. Cette théorie expliquerait pourquoi ces changements sont si minimes et, en apparence, insignifiants. Il s'agit simplement de micro-ajustements dans le code de notre univers. Il existe une autre théorie fascinante qui puise son inspiration dans les classiques de la science-fiction. Et si la cause de tous ces changements n'était autre que des voyageurs temporels? Imaginez qu'une personne venue du futur soit retournée dans le passé et ait, par accident ou délibérément, modifié le moindre détail. Par exemple, en écrasant un papillon, à la manière de la célèbre nouvelle de Ray Bradbury. Cette infime modification, conforme à l'effet papillon, aurait pu déclencher une réaction en chaîne se propageant, tel un ricochet sur l'eau, à travers toute la ligne temporelle. Ces ondes auraient ainsi engendré de subtiles altérations dans notre réalité. Un logo légèrement différent, une réplique de film modifiée ou la position d'une île changée sur une carte. Pour le voyageur temporel lui-même, ce changement aurait pu être imperceptible, mais pour nous, il serait la cause de l'effet Mandela. Ceux qui se souviennent de l'ancienne version se remémorent en fait la ligne temporelle originale, celle qui n'avait pas encore été altérée par une intervention venue du futur. Cette théorie nous transforme alors de simples observateurs en témoins d'une véritable guerre pour le passé. Mais laissons de côté ces théories fantaisistes pour nous concentrer sur la psychologie. Pourquoi, quelle qu'en soit la raison, ces faux souvenirs nous paraissent-ils si vifs, si réels et si indéniables? La clé réside dans l'attachement émotionnel. La plupart des exemples de l'effet Mandela sont liés à notre enfance ou notre adolescence, des films, des dessins animés, des friandises ou des chansons qui nous sont chères. Ces souvenirs ne sont pas de simples faits bruts stockés dans notre mémoire, ils sont empreints d'émotions fortes, la nostalgie, la joie, le sentiment d'insouciance. Lorsqu'un souvenir est chargé d'émotions, notre cerveau lui confère un statut particulier, le classant comme important et fiable. C'est pourquoi, lorsque nous sommes confrontés à une réalité qui contredit un souvenir qui nous est cher, il nous est très difficile de l'accepter. Il est plus simple de croire que c'est le monde qui a changé, plutôt que d'admettre que notre propre souvenir, si précieux à nos yeux, puisse être erroné. Les émotions rendent ainsi les faux souvenirs incroyablement convaincants. Enfin, un autre facteur puissant transforme une simple erreur de mémoire personnelle en un véritable phénomène de masse. Il s'agit du renforcement collectif. Imaginez que vous remarquiez une étrangeté, comme l'absence du monocle chez Monsieur Monopoly. Au début, vous pensez que c'est juste une impression, que vous vous êtes trompé. Mais ensuite, vous vous rendez sur Internet et tombez sur un forum où des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes décrivent exactement la même chose. Ils partagent des souvenirs absolument identiques aux vôtres et sont tout aussi perplexes. À ce moment précis, votre incertitude se mue en une ferme conviction. Je ne peux pas me tromper si tant de personnes se souviennent de la même chose. Vous dites-vous, ce mécanisme de preuve sociale est d'une puissance incroyable. Il conforte votre sentiment d'avoir raison et vous pousse à croire que le problème ne vient pas de votre mémoire, mais que la réalité a réellement été altérée. Internet a créé l'environnement idéal pour la propagation et la consolidation de l'effet Mandela, en rassemblant des personnes avec les mêmes faux souvenirs et en forgeant le sentiment d'une réalité alternative commune. Malgré la multitude de théories fascinantes, les sceptiques et les scientifiques soulignent un fait crucial et incontestable, l'absence totale de preuves concrètes d'une réalité antérieure. Si l'univers avait véritablement subi un changement, des artefacts de l'ancien monde auraient dû subsister quelque part.
Où est passée, ne serait-ce qu'une seule vieille cassette VHS de Star Wars, où Vador prononce « Luke, je suis ton père ». Où est le moindre vieil emballage de Kit Kat avec ce fameux tiret? Où est un vieil atlas sur lequel le Sri Lanka serait placé directement sous l'Inde? Rien de tout cela n'existe. Tous les objets physiques, enregistrements et documents que nous possédons correspondent à notre réalité actuelle. Les défenseurs de ces théories soutiennent que lors d'un basculement de la réalité, tous les artefacts se modifient également, mais c'est une affirmation indémontrable. Pour la science, cette absence de preuves concrètes est l'argument majeur attestant que l'effet Mandela se manifeste uniquement dans nos esprits et non dans le monde extérieur. Le plus grand bouleversement autour de l'effet Mandela, ce ne sont pas les théories sur les mondes parallèles. C'est la prise de conscience de la fragilité et de la nature peu fiable de notre propre mémoire. Nous avons l'habitude de lui faire confiance comme si elle était une vérité absolue, de la considérer comme l'enregistrement fidèle de notre vie. Mais en réalité, notre cerveau n'est pas un disque dur, mais plutôt un compteur habile. Il ne cesse de réécrire, d'ajouter et de réinterpréter le passé pour qu'il corresponde à notre compréhension actuelle du monde. Et quand nous sommes confrontés à l'effet Mandela, nous ne voyons pas un bug dans la matrice, mais un dysfonctionnement de notre propre bio-ordinateur. Cette prise de conscience peut être bien plus troublante que l'idée d'une fusion des univers. Elle nous pousse à douter non pas de la réalité qui nous entoure, mais de la réalité en nous-mêmes. Alors, est-ce un dysfonctionnement de la matrice ou les caprices de la mémoire collective? La science, elle, est formelle. Ce sont les particularités du fonctionnement de notre cerveau. Pourtant, le sentiment que c'était différent avant reste incroyablement fort et persistant. Et tant que nous n'aurons pas de machine à remonter le temps pour vérifier, ce débat continuera de faire rage. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé intéressant de plonger dans les mystères de notre mémoire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de sujets mystérieux. Et vous, quels exemples de l'effet Mandela avez-vous rencontrés? Lequel vous semble le plus inexplicable? Partagez-les en commentaire, je serai très curieux de vous lire